Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau panorama de la semaine où nous allons parler du fiasco Barnier, du choix d'Emmanuel Macron de nommer Stéphane Séjourné comme commissaire européen, de la journée du 17 septembre qui a rendu sa dignité au Parlement et de la journée de mobilisation du 21 septembre. Générique. Donc, pour commencer, le déni de démocratie continue. On a déjà expliqué que Emmanuel Macron est le président qui a à la fois battu le record de la 4e et de la 5e République sur le gouvernement démissionnaire le plus long, a refusé et a nié le résultat des urnes et a nommé finalement Michel Barnier. Sauf que depuis qu'il a nommé Michel Barnier, tout va mal pour lui et tout va de mal en pis. Pourquoi ? Au départ, ils ont annoncé que le gouvernement serait annoncé jeudi, puis finalement peut-être dimanche, et on ne sait même pas si dimanche nous aurions un gouvernement. Quel est le problème qu'a Barnier ? Eh bien, il a un problème à l'intérieur de sa propre majorité. Je vous fais une petite parenthèse, mais depuis cette nouvelle législature, Renaissance, les macronistes, donc le groupe qui soutient Emmanuel Macron, qui ne sont plus que 97 députés, donc qui se réduisent au fur et à mesure, eh bien, ce groupe s'appelle EPR, Ensemble pour la République. Michel Barnier essaye de faire un gouvernement où il doit donner une place prééminente au LR pour qu'il puisse soutenir, donc à la droite pour qu'il puisse soutenir son gouvernement, mais qui du coup est contesté par les macronistes qui disent qu'il laisse trop de place au LR. De l'autre côté, Attal, qui devait aller rencontrer Michel Barnier, a finalement été refusé à Matignon parce que, soi-disant, il y avait trop de personnes avec lui pour pouvoir aller le rencontrer. Bref, il y a de gros problèmes entre les macronistes et Michel Barnier. S'ajoute à ça la situation économique désastreuse dont a parlé Michel Barnier en disant qu'il ne pensait pas que la situation économique et budgétaire était aussi grave pour la France, qu'il laisse même penser qu'il pourrait laisser tomber. Donc tout ça pour vous dire, plus vous rajoutez Gérald Darmanin qui explique que Michel Barnier veut augmenter les impôts, nous on est d'accord pour augmenter les impôts pour les riches uniquement, et alors là vous avez une panique généralisée où à la fin vous avez Attal, Gabriel Attal, qui est président du groupe EPR dont je vous parlais, qui écrit carrément au Premier ministre que de la discussion qu'ils auront à Matignon dépendra le fait qu'il y ait des membres d'EPR dans le gouvernement et que le groupe EPR soutienne le gouvernement. Bref, nous sommes dans une situation où c'est le chaos le plus complet. Et ce déni de démocratie continue avec l'affaire du commissaire européen. La France s'est fait humilier avec le commissaire européen. Pourquoi ? Parce que pour nommer un commissaire européen, c'est un État qui propose un commissaire européen pour la France qui s'ajoute aux autres pays membres et qui crée donc la Commission européenne. Or, Emmanuel Macron avait décidé de reconduire Thierry Breton. Alors, c'était complètement antidémocratique puisqu'il venait de perdre les élections et donc il n'y avait aucune raison que celui qui représente la France continue d'être dans la ligne politique du macronisme alors que Emmanuel Macron a été battu 3 fois aux élections. Mais d'un coup, et ça c'est l'humiliation qu'a subie la France, von der Leyen, donc qui est présidente de la Commission européenne, explique qu'elle ne veut pas de Thierry Breton et donc qu'elle refuse le nom qu'a proposé la France et qu'elle demande à la France de nommer quelqu'un d'autre. Au-delà de ce qu'on pense de Thierry Breton, qui n'est pas mon sujet à cet instant, au-delà de ce qu'on pense, c'est une humiliation pour la France et comme d'habitude, Emmanuel Macron accepte quelque chose qui nous fait honte au niveau international. Et donc, il propose de nommer Stéphane Séjourné. Il aura un portefeuille comme commissaire européen qui est celui de la souveraineté industrielle. Je rappelle que Stéphane Séjourné a été ministre des Affaires étrangères d'Emmanuel Macron. Que, comme ministre des Affaires étrangères, il s'est fait remarquer pour avoir rendu la voix de la France complètement aphone, notamment sur ce qui se passe à Gaza, le génocide en cours, sur lequel il n'a à peu près rien dit, si ce n'est de temps en temps dire qu'il fallait un cessez-le-feu, sans prendre aucune des mesures ni sur le moratoire sur les armes, ni pour agir au niveau européen pour qu'il y ait la cessation et la suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, alors que l'Union européenne est le premier partenaire commercial d'Israël, ni pour reconnaître l'État de Palestine, ce que nous demandons depuis des mois et qui a, encore une fois, gagné les élections législatives dans le programme du nouveau Front populaire. Donc, Stéphane Séjourné est celui qui s'est caractérisé sur le fait de rendre la voix de la France complètement absente et avec un double standard à l'international, et je crois que tout le monde l'a vu.
Mais plus que ça, Stéphane Séjourné, qui deviendrait donc le commissaire européen sur les questions industrielles, est le représentant d'un désastre industriel qu'a fait Emmanuel Macron. Je vous cite juste un certain nombre de choses qu'a fait Emmanuel Macron depuis son arrivée au pouvoir. 3 900 équivalents temps plein ont été perdus dans l'industrie entre 2019 et 2022. Un décrochage de la France total en Europe au point que la France est 22e sur 27 sur l'emploi industriel dans l'emploi total et 2 points de retard sur la moyenne européenne en part d'emploi avec une haute et moyenne technologie dans l'emploi total et ainsi que le démantèlement de fleurons industriels français, Alstom, Areva, Naval Group, etc. Donc, en plus de cela, nous allons nommer comme commissaire européen quelqu'un qui est le responsable d'un désastre industriel et qui devrait s'occuper de cette politique en Europe. Bref, rien ne va et ça contribue aussi au déni démocratique puisque là encore, c'est le nouveau Front populaire qui aurait dû choisir le prochain commissaire européen pour représenter la France, d'autant qu'un commissaire européen est nommé pour 5 ans et que donc cela va bien au-delà, y compris des élections présidentielles où Emmanuel Macron ne sera plus président. Donc nous sommes sur un déni démocratique total. En plus de ce déni démocratique, eh bien, je veux vous parler de la journée de mardi à l'Assemblée nationale, le 17 septembre, où, je crois, l'Assemblée nationale a retrouvé sa dignité grâce aux Insoumis. Pourquoi? Parce que mardi avait lieu le bureau de l'Assemblée nationale. Et dans ce bureau était inscrit notamment à l'ordre du jour la destitution, la résolution de la destitution d'Emmanuel Macron. Le bureau devait décider de la recevabilité de la destitution, c'est-à-dire non pas à cet instant de se prononcer pour ou contre la destitution d'Emmanuel Macron, mais de savoir si on pouvait débattre, ce qui normalement doit être fait, débattre en commission des lois puis en hémicycle sur le comportement du président de la République, manifestement dangereux et qui va à l'encontre de la souveraineté populaire qui s'est exprimée massivement dans les élections législatives. Donc, pour nous, c'était un moment très important, sachant que le nouveau Front populaire a la majorité au bureau. Tout le monde nous expliquait que la destitution ne passerait pas et que donc elle serait enterrée, en quelque sorte arrêtée, dans une forme de huis clos du bureau qui déciderait que ce ne serait pas recevable. Eh bien, l'ensemble des partenaires du nouveau Front populaire ont entendu l'appel que nous avons fait en leur disant « Vous devez à cet instant respectez votre dignité de parlementaire, respectez la dignité du Parlement qui a été tellement bafouée sous Emmanuel Macron, notamment un coup de 49.3 sur les retraites et sur le budget et sur beaucoup d'autres textes, et permettre que ce texte soit discuté devant tout le monde pour réaffirmer que Emmanuel Macron ne peut être au-dessus, n'est pas un président monarque et ne peut être au-dessus de la souveraineté populaire parce que la souveraineté populaire est au-dessus de tout dans une république et personne ne peut s'affronter à elle. Ce n'est pas un président de la République qui tient compte du résultat des élections. Le président de la République doit obéir au résultat des élections et au choix qu'a fait le peuple. Donc, le nouveau Front populaire, dans son entièreté, a voté pour déclarer recevable la procédure de destitution. Et donc, c'est un jour historique qui a eu lieu mardi parce que pour la première fois de la Ve République, Emmanuel Macron, qui adore être champion de tout, eh bien Emmanuel Macron est le premier président de la Ve République à avoir une procédure de destitution engagée contre lui qui sera discutée devant tout le monde en commission des lois et en hémicycle. Donc c'est une énorme victoire qui est une réponse, je crois, à la hauteur du coup de force antidémocratique qui est en train de faire le président de la République. Et vous verrez que nous allons faire étape par étape, mais que par exemple, en commission des lois, il y a 21 députés macronistes sur 73 commissaires aux lois, et que donc, s'il y a d'autres oppositions que le nouveau Front populaire, nous devons gagner cette étape et aller en hémicycle. D'ailleurs, si elle est rejetée en commission, nous devons normalement la discuter aussi en hémicycle. Ça va être une bataille pour inscrire à l'ordre du jour. Mais en tout cas, ces discussions doivent avoir lieu et je crois qu'elles honorent le Parlement et qu'elles permettent de garantir l'indépendance du Parlement vis-à-vis du pouvoir exécutif et du président de la République. Alors, il y avait des choses qui étaient très cocasses dans ce bureau. Par exemple, Yaël Braun-Pivet, pour expliquer au bureau qu'il fallait voter contre la procédure de destitution, a dit que le bureau n'était pas une chambre d'enregistrement. Alors ça nous fait quand même beaucoup rire parce que pendant des années, ils ont eu des députés macronistes Playmobil qui appuyaient sur le bouton et qui obéissaient à tout ce que disait le gouvernement, y compris jusqu'à accepter je ne sais combien de 49.3, d'être complètement piétinés dans leur travail parlementaire et de devoir obéir strictement à ce que décidait Emmanuel Macron. Donc ça, c'était un point très drôle. Attal nous a expliqué que nous faisions la guerre aux institutions. Ben non, monsieur Attal, ça s'appelle au contraire faire
fonctionner les institutions en utilisant un article de la Constitution qui est l'article 68 pour engager la procédure de destitution. Je rappelle que la procédure de destitution, contrairement à ce qui existait avant, n'est pas uniquement sur de la haute trahison et sur un délit qui est un délit pénal, mais sur une appréciation politique des députés et que donc nous avons tout à fait le droit et la possibilité d'engager cette procédure, ce que nous avons fait. Et puis l'autre chose qui va être cocasse, c'est de voir l'extrême droite. L'extrême droite qui, depuis des semaines, nous explique qu'eux sont contre Macron et que je ne sais quoi, et que le barrage républicain qui a été fait pour faire battre l'extrême droite est en quelque sorte une alliance avec Emmanuel Macron. Jamais nous nous sommes alliés à Emmanuel Macron. Et je vais même vous dire, du coup, nous engageons, c'est grâce à nous, partisans de la Révolution citoyenne, que cette procédure de destitution va pouvoir avoir lieu. Eh bien, que dit le Rassemblement national? Ils expliquent que, comme cette procédure n'a aucune chance d'aboutir, eh bien, que finalement, c'est une sorte d'enfumage et je ne sais quoi. Donc, ils sont extrêmement gênés, notamment parce que quand vous regardez les 52% des Français interrogés qui sont favorables à la destitution, donc la majorité du peuple qui est interrogé, qui est favorable à ce que nous engagions cette procédure et qu'on fasse le procès d'Emmanuel Macron et de son autoritarisme, eh bien, dedans, vous avez aussi des électeurs et des électrices de Marine Le Pen qui ne supportent pas la politique autoritaire d'Emmanuel Macron. Donc, il va être très intéressant de voir ce que va faire le Rassemblement national, qui essaye de nous piéger avec la loi retraite qu'ils veulent présenter dans leur niche parlementaire du 31 octobre. Mais je dis à Marine Le Pen et aux députés d'extrême droite qui sont là que, eh bien, à chaque fois, c'est la meilleure assurance vie du système. Et donc, par exemple, ne pas voter la destitution d'Emmanuel Macron veut dire aider Macron. Ne pas censurer Michel Barnier comme ils l'ont annoncé veut dire aider la politique macroniste à se continuer, puisque Michel Barnier va juste permettre à Emmanuel Macron de continuer sa politique de malheur. Donc, l'extrême droite est une arnaque. L'extrême droite aide Emmanuel Macron à continuer une politique dont personne ne veut dans le pays et qui a été massivement et brutalement battue dans les urnes le 7 juillet. Donc, ça va être un moment intéressant et j'ose espérer qu'enfin nous allons nous délecter des journalistes qui vont demander à l'extrême droite ce qu'ils vont faire sur la procédure de destitution en pointant les contradictions qu'a l'extrême droite sur ce sujet. Et je dis juste à l'extrême droite en passant que la meilleure manière d'abroger la réforme des retraites, c'est de censurer Michel Barnier pour qu'arrive Lucie Castet à Matignon, parce que c'est nous qui avons été dans les rues pour battre et combattre cette réforme de la retraite. C'est nous qui, par nos amendements, avons combattu cette réforme à l'Assemblée au point qu'ils ont été obligés de passer par 49.3 et qu'eux n'ont absolument rien fait sur cette question. Donc que c'est nous qui abrogerons cette réforme de la retraite. D'ailleurs, nous avons déposé une loi avec les 193 députés du nouveau Front populaire qui sera discutée dans notre niche parlementaire en novembre et qui permettra de faire une navette avec les autres textes. Donc ça, la première chose qui s'est passée ce mardi 17 septembre, qui est vraiment pour le coup quelque chose d'inédit, jamais vu dans la Ve République. Et puis, je le dis aussi en passant, ça fout un peu la honte à Emmanuel Macron à l'international, puisque premier président à avoir une procédure de destitution engagée, et comme il est très sensible à son image à l'international, c'est quelque chose d'intéressant. Et puis il s'est passé une deuxième chose ce mardi 17 septembre. C'est Éric Coquerel, président de la Commission des Finances, et Charles de Courson, qui est le rapporteur général du budget, qui ont été ensemble à Matignon pour demander les lettres plafonds. Les lettres plafonds, c'est quoi? C'est des lettres qui ont été envoyées à tous les ministères depuis Matignon pour élaborer un budget, donc en leur disant combien de budget ils avaient par ministère, et que nous, représentation nationale, n'avons pas. Nous n'avons pas accès à ces documents alors que nous devons discuter du budget, que nous sommes déjà très en retard sur la discussion du budget et qu'il est normal que les parlementaires, c'est un droit constitutionnel, aient accès aux documents qui permettent de savoir déjà qu'est-ce qui est dans ce budget, qui encore une fois n'a aucune légitimité démocratique puisqu'il est fait par un gouvernement qui est normalement censé s'occuper des affaires courantes et pas des choix politiques qui vont engager la nation pour toute l'année qui vient, qui est avec une austérité sans précédent,
Jamais nous n'avons eu une austérité aussi forte demandée au peuple français. Déjà 26,5 milliards cette année et là encore des dizaines de milliards qui vont être demandés au peuple français, évidemment pas aux riches. Ils ne vont pas ni rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune, ni taxer les super profits, ni faire plus de justice fiscale. Non, ce qu'ils veulent, c'est de nouveau détricoter encore plus l'hôpital public qui est déjà à terre, s'en prendre encore à l'éducation nationale, bref, à l'ensemble des services publics et c'est insupportable. Alors que le président de la Commission des finances et le rapporteur général du budget étaient juste en train d'exercer leurs prérogatives que leur donne la Constitution à demander ces documents ou à minima de les consulter, eh bien Matignon leur a dit non, ce qui est stupéfiant, ce qui est quelque chose qui va à l'encontre totale de la dignité du Parlement et de sa capacité de travail des parlementaires. Mercredi, ils se sont donc rendus à Bercy pour avoir de nouveau ces documents. Et de nouveau, on leur a refusé l'accès à ces documents. Je le dis, les macronistes sont en train de franchir une ligne rouge qui est très très grave et qui va au-delà de toutes les prérogatives et de tout le respect de la Constitution et de la démocratie qu'ils doivent avoir. Nous devons avoir accès au budget. Et donc, je soutiens entièrement la démarche qu'a fait Éric Coquerel et Charles de Courson qui doivent avoir accès à ces documents. Nous réussirons à les avoir, le bras de fer est commencé et nous allons le gagner. Et je le dis d'autant plus parce que la semaine dernière est sorti le dernier rapport du Secours populaire qui est catastrophique sur les chiffres de la pauvreté. Dans ce rapport est notamment écrit qu'un adulte sur 3 dans ce pays se prive régulièrement de repas pour que leurs enfants puissent manger. Il est écrit dans ce rapport que 62% des Français ont connu ou ont failli connaître un épisode de pauvreté. Ce sont des chiffres inédits dans notre pays. Voilà à quoi a mené 7 ans de politique d'Emmanuel Macron, de politique de cadeaux faits aux plus riches, de cadeaux faits aux grandes multinationales sans aucune contrepartie, à l'appauvrissement généralisé de la population. Et encore une fois, ce qui est sorti des urnes, c'est de dire « nous n'en pouvons plus de ce système-là, nous pouvons faire autrement » et nous demandons donc une autre politique économique. C'est ce sur quoi nous allons travailler dans ce combat qui va avoir lieu sur le budget, qui est un combat extrêmement important pour la suite et que nous allons mener, vous pouvez compter sur nous. Dernière chose qui s'est passée et qui cette fois-ci n'honore pas le Parlement, dernière chose qui s'est passée ce 17 septembre au bureau, c'est que nous avions demandé un certain nombre de points à l'ordre du jour à la présidente de l'Assemblée. Il faut que vous compreniez, nous avons gagné une grande victoire en juillet en ayant la majorité pour le nouveau Front populaire au bureau de l'Assemblée. Ce qui fait que Yaël Braun-Pivet est en quelque sorte en situation de cohabitation à l'Assemblée nationale. Je rappelle que Yaël Braun-Pivet n'est présidente que parce qu'il y a eu 17 ministres qui étaient ministres en même temps qu'être députés ou députés en même temps que ministres, ce qui est du jamais vu à ce point-là, et de manière aussi longue dans le temps, et que c'est grâce à ces voix-là qu'elle a été élue présidente de l'Assemblée. Sinon, c'était le candidat du nouveau Front populaire qui gagnait. 17 ministres députés et 13 voix d'écart entre André Chassaigne, candidat du nouveau Front populaire, et Yaël Braun-Pivet. Donc, en quelque sorte, par une violation de la séparation des pouvoirs, elle a réussi à se maintenir. Mais elle est minoritaire. Il faut vous dire qu'un macronisme minoritaire n'est pas très agréable, je le dis. Donc, il fallait voir, par exemple, quand la résolution de destitution a été approuvée comme recevable par le bureau, je vous assure qu'il n'était pas joyeux en face. Donc, c'était assez jouissif à regarder. Mais il faut savoir que la présidente de l'Assemblée a des prérogatives où, lorsqu'elle prend une décision, par exemple, je ne mettrai pas ce point à l'ordre du jour, je n'accepte pas que vous votiez sur ce point-là, nous n'avons aucune voie de recours. Aucune. Nous ne pouvons rien faire. C'est comme lorsqu'elle mettait des sanctions à tout va sur les députés insoumis, au point qu'elle est la présidente qui, en 2 ans de présidence, a sanctionné plus de députés, et notamment de députés insoumis, que dans toute l'histoire des présidences de la Ve République. Eh bien, nous ne pouvons rien faire si ce n'est aller devant la Cour européenne des droits de l'homme, ce qui prend très longtemps et donc qui ne donne pas de solution immédiate. Donc, il va falloir, y compris qu'on change le règlement pour avoir des voies de recours. Mais donc, dans les points que nous avions demandé à l'ordre du jour, j'avais demandé un point à l'ordre du jour qui correspondait à l'actualité brûlante. L'actualité brûlante, c'est que ce mercredi sort un livre de Victor Castanet. Victor Castanet, c'est celui qui a écrit plusieurs livres déjà, mais notamment un livre sur les crèches privées lucratives et qui avait fait un énorme scandale.
Pourquoi est-ce que ça avait fait un énorme scandale? Parce qu'il avait révélé, et un rapport de l'IGAS avait montré la même chose, que les crèches privées lucratives, c'est un peu le miroir du scandale qu'il y a eu avec Orpea et les EHPAD, que dans les crèches privées lucratives, pour faire du profit, pour baisser les coûts, eh bien, il y avait une maltraitance qui se faisait de manière systématisée, avec par exemple des enfants qui n'avaient qu'une couche par jour, des enfants à qui on rognait les quantités de repas et donc qui avaient faim en fait en allant à la crèche, avec des professionnels qui étaient peu payés, peu formés et donc qui elles aussi étaient maltraités, et donc un énorme scandale sur la manière dont on s'occupe des tout petits, ce qui est révélateur d'une société. Parce que quand vous vous occupez mal des personnes âgées ou des tout petits dans une société, ça montre que vous êtes dans une société qui va très mal. Et la marchandisation des crèches qui a eu cours dans notre pays depuis maintenant un peu plus d'une dizaine d'années, a des effets qui sont catastrophiques sur les enfants accueillis dans ces crèches privées. À la suite de ça, nous avions décidé, nous, avec le groupe parlementaire, de demander une commission d'enquête que William Martinet avait poussée et avait menée, et nous avons gagné cette commission d'enquête. Sauf que nous l'avons gagnée contre les macronistes, contre les LR qui disaient « nous ne voulons pas de la commission d'enquête, ce n'est pas le bon moyen de faire ça, etc. » Bon, tout ce qu'ils disent d'habitude pour qu'on n'améliore pas la vie des gens. Et nous l'avons gagnée. Sauf que lorsque la commission d'enquête s'est constituée, normalement, pour ceux qui vont mener la commission d'enquête, donc le rapporteur de la commission d'enquête ou le président de la commission d'enquête, eh bien, généralement, c'est un des membres de ceux qui l'ont initié. C'est-à-dire, normalement, William Martinet aurait dû être président ou rapporteur de cette commission d'enquête. Et ils avaient en quelque sorte fait un putsch pour mettre un président et un rapporteur qui étaient macronistes et LR, qui étaient donc deux personnes qui avaient voté contre la commission d'enquête, donc qui avaient en quelque sorte saboté le travail de la commission d'enquête dès le départ et qui avaient donc entravé ses travaux. William Martinet avait continué les travaux dedans, du mieux qu'il pouvait avec les outils qu'il avait, et là, dans le livre qui sort ce mercredi de Victor Castanet, est révélé quelque chose d'intéressant. Il est révélé les liens entre Aurore Bergé et les lobbyistes des crèches privées, notamment une lobbyiste des crèches privées, et que ces liens, ils ont fait en quelque sorte un pacte secret pour saboter la commission d'enquête. C'est un scandale démocratique énorme. Ça veut dire qu'on a saboté un travail parlementaire pour protéger ceux qui maltraitent des centaines de milliers d'enfants dans ce pays. Et notamment, il se trouve que dans cette commission d'enquête, William Martinet avait posé la question de savoir quels étaient les liens d'Aurore Bergé, qui était ministre des Solidarités en charge des crèches, avec justement ces lobbyistes et cette lobbyiste-là en particulier. Et elle avait dit le 30 avril, dans cette commission d'enquête, je vous le dis, « Je n'ai pas d'amitié, je n'ai pas d'acquaintance, je n'ai pas de relation personnelle avec aucune personne d'aucun lobby. Je le répète sous serment, rappelez-vous, en commission d'enquête, on est sous serment, je n'ai pas de lien personnel, intime ou amical avec Madame Elsa Hervy. » Or, ce que Victor Castanet révèle dans son livre, c'est un échange de SMS. Et dans cet échange de SMS, c'est Aurore Bergé avec sa directrice de cabinet, où il parle de la fameuse Elsa Hervy, lobbyiste pour les crèches privées, et la ministre écrit à sa directrice de cabinet « C'est surtout une copine, elle sera très aidante avec moi ». Ça s'appelle un parjure en fait, ça s'appelle mentir sous serment. Et lorsque vous faites un parjure, eh bien, lorsque la commission d'enquête continue, le président peut vous poursuivre en justice, et lorsque la commission d'enquête est terminée, c'est le bureau de l'Assemblée qui peut décider s'il poursuit ou non Madame Aurore Bergé. Aurore Bergé a menti devant la représentation nationale. Elle a menti pour protéger une lobbyiste des crèches privées et pour que puisse se continuer un système de maltraitance qui est un système uniquement axé sur la rentabilité au détriment des enfants accueillis, mais aussi des professionnels qui y travaillent. Et donc, j'avais demandé qu'il puisse y avoir des poursuites contre Madame Bergé, comme le permet le règlement de l'Assemblée et une ordonnance de 1958. Et Yael Braun-Pivet m'a répondu qu'elle avait reçu ma demande à l'ordre du jour trop tard et que donc on verrait plus tard si c'est inscrit ou non au bureau. Eh bien, je le dis, une présidente de l'Assemblée ne peut pas utiliser ses prérogatives pour couvrir une ministre, aujourd'hui députée, de son propre camp, et donc nous continuerons de nous battre pour qu'il y ait des poursuites contre Madame Aurore Bergé, qui a menti devant la représentation nationale et qui a fait tout
pour saboter une commission d'enquête et pour ainsi améliorer cette question-là. Je voulais également vous parler d'un sujet qui montre à quel point il y a un risque énorme d'embrasement au Proche-Orient. C'est ce qui s'est passé avec l'explosion de beepers, dont Israël dit que ce sont des attaques ciblées. Là, ce sont des talkie-walkie qui ont été explosés à plein d'endroits, devant des écoles, dans plein d'endroits de la vie quotidienne, et qui ne sont pas des attaques ciblées, contrairement à ce qui est dit, mais qui mettent là aussi en danger des civils. La preuve, pour la question des beepers, vous avez 12 personnes qui sont mortes, 2 d'entre eux sont des enfants qui sont morts dû à l'explosion de ces beepers, et il y a 2800 personnes qui sont blessées. Cela fait peser un risque d'embrasement dans la région et d'escalade qui est très grave. Cela fait plusieurs mois qu'avec Jean-Luc Mélenchon notamment, qui a fait un déplacement là-bas, nous disons pas touche au Liban. Parce que lorsque on commence à avoir une ligne de front qui se crée aussi au Liban, alors vous allez avoir des escalades qui vont se faire et qui font qu'à la fin, c'est l'ensemble de la région qui est déstabilisée. Il y a déjà le génocide en cours à Gaza. Et je suis heureuse, même si j'ai beaucoup de désaccords, que des voix comme Dominique de Villepin s'élèvent aux côtés des nôtres pour dire qu'il est insupportable qu'en France, il y ait une chape de plomb sur ce génocide qui continue, sur les manques de soins, sur les manques d'eau, sur les manques de nourriture, sur les bombardements qui continuent dans des hôpitaux, dans des écoles et qui chaque jour font des dizaines de victimes avec au moins 200 000 victimes directes et indirectes de ce génocide d'ores et déjà à Gaza et aucune mesure qui n'a été prise, que ce soit reconnaissance de l'État de Palestine, que ce soit embargo sur les armes, que ce soit sanctions économiques contre le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou ou suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Comme il est scandaleux qu'en France, on ne dise pas un mot sur ce qui est en train de se passer en Cisjordanie, avec des expropriations de terres, avec des assassinats qui se passent en Cisjordanie, une politique d'apartheid qui continue et une politique de colonisation qui continue à un rythme encore plus élevé que ce qu'on avait pu voir pendant ces dernières années et que l'ensemble des voix pour la paix continuent d'être criminalisées ici en France. Donc, je le dis avec la plus grande solennité, pas touche au Liban. Attention à l'escalade qui peut avoir lieu et nous resterons toujours du côté du camp de la paix, de ceux qui disent il faut un cessez-le-feu immédiat. Nous ne nous tairons pas sur le génocide en cours à Gaza. Vraiment, je veux alerter sur ce qui est en train de se passer. On ne parle pas juste d'attaques ciblées qui auraient été faites. On parle d'objets civils qui sont utilisés comme des armes de guerre dans un pays étranger, qui est le Liban, qui a sa souveraineté et qui, y compris, ont blessé et ont tué des enfants. Voilà de quoi nous parlons. Et de même que lorsque Netanyahou explique que les attaques sont ciblées contre le Hamas à Gaza, on voit bien que ceux qui sont ciblés, c'est bien l'ensemble du peuple palestinien et la volonté de nettoyer, de faire un nettoyage ethnique et de faire disparaître le peuple palestinien. Donc, je le dis, il s'agit de défendre la question du droit international. Et il faut être ferme sur cette question parce que nous devons faire céder Benyamin Netanyahou qui doit arrêter le génocide en cours à Gaza et les politiques de colonisation en Cisjordanie. Enfin, je voudrais vous parler d'un dernier point qui est très important, qui est la journée du 21 septembre. À l'appel des organisations de jeunesse et de plusieurs associations, nous allons marcher ce 21 septembre contre le coup de force démocratique d'Emmanuel Macron. C'est très important parce que, là encore, nous avons besoin d'une pression populaire maximale sur Emmanuel Macron, sur Michel Barnier, pour dire que nous ne laisserons pas les élections se faire voler. Et je veux remercier les organisations de jeunesse et les associations de continuer à organiser dans la rue ces manifestations qui nous permettent d'avoir un pied dedans, dans l'hémicycle, un pied dehors, et de dire que la souveraineté populaire est au-dessus de tout. Alors le 21 septembre, c'est intéressant parce que ça fait appel, dans l'histoire longue, au 21 septembre 1792, où la Convention nationale avait décrété officiellement, lors de sa première séance, que la royauté était abolie. Et que donc la République, ce n'était pas la toute-puissance d'un monarque, fût-ce le monarque président, et que au-dessus de tout, il y avait la souveraineté du peuple qui, à tout moment, pouvait choisir comment orienter son destin commun. Donc, le jour de la République, le jour de l'abolition de la monarchie, le jour où a été proclamée l'abolition de la monarchie, nous allons marcher pour dire à Emmanuel Macron qu'il n'est pas le roi dans ce pays. Et qu'il n'y a pas, depuis le 21 février
Le 21 septembre 1792, il n'y a pas de possibilité d'un monarque qui décide de tout, d'un homme seul qui ait tout pouvoir sur le peuple tout entier. Nous ne sommes plus des sujets, nous sommes des citoyens. Voilà ce que nous allons affirmer le 21 septembre en marchant aux côtés des organisations de jeunesse et je vous invite toutes et tous à y participer partout dans le pays, tout comme je vous invite à continuer de signer la pétition macron-destitution.fr pour continuer à faire grandir le nombre de signataires qui a dépassé les 300 000 signataires, ce qui est beaucoup lorsqu'on compare avec le temps avec lequel nous l'avons lancé et nous devons évidemment le continuer. Et puis si vous avez un petit peu de temps cette semaine pour aller au cinéma, je vous conseille fortement d'aller voir le film de Mati Diop qui est sorti le 11 septembre au cinéma, qui est un documentaire qui s'appelle Dahomey. Dahomey raconte la restitution et le rapatriement de 26 œuvres qui avaient été volées par la France en 1982 à ce qui est aujourd'hui le Bénin, avec encore des milliers et des milliers d'œuvres béninoises qui se trouvent encore en France. Donc la restitution de ces 26 trésors royaux et vous verrez la manière dont est fait ce documentaire, c'est presque une expérience sensorielle. C'est magnifique que ça soit en termes presque de toucher, d'écoute, de bruit. La bande sonore est extraordinaire et avec tout un moment où il parle des questions de décolonisation, de mémoire. C'est un débat qui est passionnant et en quelque sorte, Mati Diop redonne vie à des objets qui ont été 130 ans en captivité en France. Elle a gagné pour cela l'Ours d'Or à Berlin. Donc je vous invite fortement à aller le voir. Il dure 1h16, donc c'est un documentaire qui ne demande pas beaucoup de temps et qui laisse à penser et qui est absolument magnifique. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine.